C'est un duel auquel nous assistons depuis quelques heures entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Le ton n'était jamais monté aussi haut entre les deux hommes. C'est le président américain qui a lancé les hostilités, car il n'a pas apprécié qu'on lui refuse, qu'on lui dise non face à son idée de conseil de la paix, imaginé pour dynamiter l'ONU, conseil au sein duquel il a déjà intégré Vladimir Poutine, Viktor Orban ou encore Javier Milei. Mais merci, non merci, lui a répondu Emmanuel Macron. Ce qui a déclenché la colère de Donald Trump. Il a menacé la France d'imposer des droits de douane à 200% sur le vin et le champagne. Et il s'en est pris personnellement au chef de l'État en y allant à la sulfateuse. Écoutons-le. Pouvez-vous répondre à Macron qui a annoncé ne pas rejoindre le Conseil de la paix ? Est-ce qu'il a vraiment dit ça ? Personne ne veut de lui car il ne sera bientôt plus au pouvoir. S'il est hostile, je mettrai 200% de taxes sur ses vins et ses champagnes. Et il me rejoindra. Partons à Washington, retrouver notre correspondante pour TF1 LCI accréditée à la Maison-Blanche, Sonia Dridi. Bonjour Sonia, on voit que Donald Trump est furieux que la France ait osé lui dire non. Oui, il est furieux, il n'aime pas être défié et il a dit récemment dans une interview, il n'a aucune limite, à son pouvoir excepte sa propre moralité. Et donc là, quand il est arrivé hier soir à Washington après son long week-end en Floride, un journaliste lui a posé la question pour avoir sa réaction par rapport à la décision de Macron de ne pas rejoindre le Conseil pour la paix que souhaite créer Donald Trump. Et c'est là donc qu'il a eu cette déclaration en disant je vais imposer 200% de droits de douane sur ses vins et son champagne, donc vraiment comme quelqu'un qui surréagit parce que il est clairement vexé. Et puis ensuite il y a eu ce moment aussi très étonnant où il a publié sur son réseau social Truth un message privé que lui a envoyé le président français, dans lequel Emmanuel Macron a notamment proposé une rencontre, un sommet du G7 à Paris, auquel il pourrait convier, a-t-il dit, en marge de la réunion les Russes, ce qui serait évidemment une première en près de 4 ans de guerre en Ukraine. Et puis il a également proposé un dîner à Donald Trump. Et Donald Trump, pour se venger en quelque sorte de ne pas obtenir ce qu'il souhaite, notamment dans ce cas-là sur le Groenland, il a publié ce message privé. On le sent, Donald Trump ne souhaite pas s'imposer lui-même de limites. Et sur le Groenland, il est extrêmement déterminé à acquérir l'île. Il l'a répété, il ne veut pas être locataire de cette île, il veut être propriétaire. Et puis, on sent que ces ministres font le service après-vente. Encore tout le week-end, on a entendu plusieurs officiels de la Maison-Blanche, notamment sur le Groenland, dire que cela fait 150 ans que des présidents américains veulent l'île. Et donc, on sent une administration qui ne va pas reculer sur le sujet du Groenland. Sonia Dridi, notre correspondante accréditée à la Maison-Blanche en direct de Washington, correspondante pour TF1 LCI. Merci beaucoup Sonia. Accueillons Brigitte Hadès. Bonjour. Vous êtes grand reporter, chef du bureau britannique de la revue Politique Internationale. Une réaction à la séquence que nous venons de vivre, les attaques à l'acide de Donald Trump et la réponse du président français qui dit Donald Trump, il ne se comporte plus vraiment comme un allié. Oui, en fait, c'est une escalade qui était finalement plus ou moins prévisible un jour ou l'autre avec un président pareil. On a essayé de le tempérer, on s'aperçoit qu'on est incapable de le tenir. Et donc, il reviendra toujours sur les accords qu'on lui laissera. Si on a commencé à lui présenter qu'on acceptait 15% de tarifs, enfin de droits de douane, et puis finalement, il est maintenant en train de les remettre en question. Donc parce que finalement, il nous a mis 25% à partir de février. Donc on a vraiment un personnage. Donc il faut lui tenir tête. Ils ont compris ça. Donc ils sont en train d'envoyer des troupes en le prenant. Il faut se faire comme une narration. On le prend pour son proche. On va vous aider à défendre le Groenland. On est sur place. On n'est pas là pour être belliqueux, on est là pour juste vous aider en tant qu'OTAN. Donc toutes ces choses-là sont à peu près
explicable. Alors je crois qu'il a piqué une colère parce que j'ai l'impression qu'il n'était pas au courant que Macron avait dit qu'il. Mais oui, pas. il a vraiment dit ça. Bah, s'il a dit ça, voilà. oui. Donc c'est une réaction à chaud qui ne veut pas dire que c'est exactement la façon dont il va se comporter avec ses 200% de tarifs. C'est une réaction d'un enfant un peu enfantine, puis comme il peut être. Et donc je prends pas ça terriblement au sérieux. En revanche, je prends au sérieux le fait qu'on envoie des troupes pour regarder le Groenland, pour montrer qu'on est capable de garder le Groenland. Et je pense que finalement, les Américains, ça c'est très important, le Congrès américain ne suit pas du tout Trump là-dessus. Ça, il faut le savoir. Et la base MAGA aussi se fissure, parce que personne n'a envie d'un personnage ce belliqueux. Et ça va faire que pour les midterms, même avant, on va lui dire, écoutez, calmez-vous. On n'a qu'à tous garder le Groenland. Personne ne menace le Groenland à la seconde. Il n'y a pas besoin de se précipiter frontalement contre l'OTAN, etc. Et l'OTAN ne se fissure pas du tout, parce que peut-être qu'on en parle comme ça dans les médias, mais je peux vous dire qu'on a reçu hier un amiral en français qui est basé à Norfolk, dans la base, et qui dit, mais non, les militaires américains sont archi-otaniens. Il n'y a pas du tout de problème de l'OTAN qui se fissure, etc. Donc, même d'ailleurs Trump non plus, ils sont conscients de la puissance et de l'importance de la projection de force, que c'est quand même la plus grande alliance militaire mondiale du monde. On va pas pour un terre glacée, faut pas exagérer. On peut tous défendre. Alors pour comprendre les racines de la colère de Donald Trump, allons plus loin avec vous, Kadi, pour vraiment comprendre ce qui a déclenché ce duel entre le chef de l'État et son homologue américain. C'est la diplomatie, selon Donald Trump, qui entre dans une nouvelle phase avec la création de son Conseil de la paix, qui se veut une alternative à l'ONU, qui ne plaît pas du tout au président américain. Kadi, expliquez-nous de quoi s'agit-il? Oui, alors comment ça marche? Alors un homme au centre de tout ça, c'est Donald Trump. Ce sera le président de ce fameux Conseil de la paix. Alors des conseillers clés également, sa garde rapprochée, si je peux dire, ce seront les membres fondateurs de ce Conseil de la paix. Regardez, il y aura Marco Rubio, l'envoyé spécial de Steve Witkoff, Jared Kushner aussi, et l'ancien Premier ministre britannique, vous l'avez reconnu, c'est Tony Blair. Alors il y aura également aussi le président de la Banque mondiale, bien que je ne vous ai pas mis, mais bon, oui. Il fera aussi partie de ces membres fondateurs de ce Conseil de la paix. Voilà, Trump détient donc un droit de veto sur les décisions, il va contrôler le budget, il pourra aussi choisir son successeur. Le prix de la cotisation, il faut décrocher la bagatelle d'1 milliard de dollars. Donc, pour faire partie d'avoir un statut permanent, ce sont des fonds qui seront destinés à la reconstruction de Gaza officiellement. Alors, les pays membres, ils doivent être invités pour pouvoir adhérer. Il ne s'agit pas simplement d'avoir 1 milliard de dollars dans la poche. Il faut aussi être invité officiellement par Donald Trump. Il a invité 58 pays. Ça, c'est officiel. Avec ce courrier. Exactement. Voici la lettre qui a été envoyée, y compris au président Macron. Donc, 58 pays invités. Les mandats des États, c'est 3 ans, sauf, on l'a dit, pour les contributeurs permanents qui auront déboursé 1 milliard de dollars. Qui a dit oui? Alors, d'ores et déjà, Javier Milei, l'Argentin, et le Hongrois Viktor Orban ont déjà validé leur ticket d'entrée. Et comme vous le disiez, la France a décliné la proposition. Ce qui n'a donc pas du tout plu à Donald Trump et ce qui a déclenché la colère envers la France. Kadi, pourtant, à l'origine, ce conseil se concentrait sur le conflit israélo-palestinien. Oui, absolument. L'idée, à l'origine, c'était de superviser la reconstruction de Gaza, mais le président américain entend évidemment étendre davantage à d'autres conflits, comme l'Ukraine, par exemple, en positionnant son Conseil de la paix comme l'ONU, mais sous influence américaine. L'ONU version Trump, vous le disiez, il faut dire qu'il ne se gêne pas pour critiquer ouvertement les Nations Unies. Écoutez, c'était tout récemment. L'ONU a un potentiel énorme, mais elle est loin, très loin de répondre à ce potentiel. Tout ce qu'il semble faire, c'est écrire une lettre très fermement formulée et ensuite ne jamais s'assurer le suivi de cette lettre. Ce sont des mots dans le vide. Et les mots dans le vide ne résolvent pas les guerres. Voilà, autant dire que pour Donald Trump, rien ne va à l'ONU. À titre de comparaison, puisqu'il est dans la concurrence, l'ONU repose, on le rappelle, sur le multilatéralisme inclusif. Ce sont 193 pays, des décisions collectives, un financement partagé. Les pays financent à hauteur de ce qu'ils peuvent, tout simplement. La France, par exemple, a déboursé 126 millions d'euros l'année dernière pour participer donc à l'Organisation des Nations Unies. Chaque pays participe donc à la hauteur. C'est un comité ici qui est
sélectif, on l'a dit, c'est Donald Trump qui invite. Il est financé par un ticket d'entrée très spécial pour un siège permanent et donc conçu pour être plus rapide et transactionnel. Tout l'inverse donc des critiques que donnait Donald Trump concernant le fonctionnement actuel de l'ONU. Et oui, on se souvient de cette séquence, c'était fin septembre où il avait tiré à boulet rouge sur l'ONU en disant oui, le micro ne fonctionne pas, vraiment il y a tout à refaire, l'escalator ne fonctionne pas. L'escalator non plus, on se souvient de cette séquence mythique. Merci beaucoup Kady.